Je voulais vous présenter la table ronde numéro 2 avec ce thème « Individus et ville intelligente, les fréquences au service du développement durable ». Pour ce faire, eh bien, nous allons vous proposer, comme tout à l'heure, un journaliste qui va venir animer cette table ronde entouré d'invités. La journaliste en question nous vient des Échos, les Échos, Fabienne Schmitt. Quelques applaudissements. Elle fait sa montée sur scène. Alors, à ses côtés, il y aura Luc Bello, Didier Houssin, Olivier Hersan, Frédéric Géraud-Lescaz et Christine Tissot. Pareil, applaudissements s'il vous plaît, ils arrivent tranquillement, mais sûrement. Alors, en attendant qu'ils s'installent, vous rappelez le thème de cette table ronde. Donc, le numérique sera donc au XXIe siècle ce que la généralisation de l'électricité a été celle du XXe. Maîtrise énergétique, fluidité des transports, gestion des déchets, mieux vivre au global. L'expérience de l'individu au sein de la cité connectée sera transfigurée. Voilà, tout le monde est installé et je laisse donc la parole à Fabienne. Bien, bonjour à tous. La ville intelligente, on en entend beaucoup parler depuis quelques mois. On dit aussi la smart city, c'est-à-dire la ville du futur qui se veut à la fois connectée et durable et qui va complètement changer notre manière de vivre, que ce soit pour nous déplacer, pour nous loger, pour nous soigner, etc. En tout cas, c'est son ambition. Donc, les intervenants ont été présentés, donc on va pouvoir commencer le débat. Juste petite précision, Fabienne, j'ai présenté prénom et nom, mais pas Alors, leur vrai profil donc, professionnel. À mes côtés, Luc Bello, député du Maine-et-Loire, Frédéric Géraud-Lescaz, secrétaire général Government and Community Relations de Cisco France, Olivier Hersan, PDG de Activity, Didier Houssin, président de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et Christine Tissot, expert technologie de l'information et des communications des transports chez Renault. Alors pour commencer ce débat, on va d'abord peut-être réexpliquer un petit peu ce que c'est qu'une ville intelligente, avec des exemples concrets que je vous demanderai. Ensuite, on verra un petit peu comment cette révolution numérique va nous permettre d'entrer dans une ère de développement durable. Et enfin, on se posera la question aussi du type de gestion de fréquence qu'appelle une ville intelligente et le rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics dans tout cela. Donc, on l'a dit, la ville du futur sera à l'image de notre société de plus en plus connectée. Aujourd'hui, c'est un mouvement mondial. Toutes les villes cherchent à devenir plus intelligentes, plus écologiques, plus économes. Alors revenons sur quelques données actuelles avec vous, Frédéric Géraud-Lescaz. Vous publiez régulièrement un observatoire sur le trafic Internet mondial et les usages. Qu'est-ce qu'il faut en retenir aujourd'hui ? Merci beaucoup. D'abord, remercier l'ANFR, son directeur général et les équipes de cette invitation. Cisco publie maintenant depuis 8 ans un observatoire qui s'appelle le Virtual Network Index, qui est disponible en open data et qui permet de filtrer par pays, par plaque géographique et par usage le trafic IP au niveau mondial, que ce soit pour la partie fixe, pour la partie mobile ou pour la partie cloud computing. Peut-être le premier enseignement à garder en mémoire, mais je pense que je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce qu'il y a beaucoup d'experts dans cette salle, c'est un usage roi qui est la vidéo. La vidéo qui atteindra à l'horizon 2018, selon nos prévisions, près de 80% du trafic IP fixe en France. Je souhaite ajouter à cela que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est toutes les heures 100 000 nouveaux objets qui se connectent au réseau. Alors c'est vrai qu'on a déjà parlé pas mal de chiffres depuis ce matin. Certains pensent qu'à l'horizon 2020, ce sera 50 millions d'objets connectés. D'autres, pardon, milliards, vous avez complètement raison, monsieur le député. 50 milliards, d'autres vont jusqu'à 220. Voilà, on verra. Ce qui est sûr, c'est que ça explose. Et on le voit chaque heure sur le réseau. Donc ça
implique en termes de management des réseaux, en termes de spectre, un certain nombre de problématiques. Ce qu'on peut voir aussi dans les chiffres, tout simplement sur la France, c'est que le machine-to-machine représentera à l'horizon 2018 5%. Aujourd'hui, c'est 0,3%. Donc ça veut dire que c'est un coefficient multiplicateur x 17. C'est absolument gigantesque. En termes clairs, ce que ça veut dire pour nous tous dans cette communauté, c'est que pour profiter pleinement de ces nouveaux réseaux, mobiles, fixes, il aura besoin de toujours plus de fréquences, et c'est déjà des choses qui ont été beaucoup soulignées, en particulier dans le rapport de Madame Toledano, et des réseaux qui seront hybrides, hétérogènes. Il y aura des petites cellules, des grandes cellules, il y aura du wireless, du wireline, et c'est cette complexité qu'il faudra manager pour permettre de délivrer de la qualité de service et une expérience aux utilisateurs, qu'ils soient aussi parfois juste des machines. D'accord, merci. Alors, on va peut-être prendre quelques exemples concrets pour comprendre un peu comment on peut optimiser le fonctionnement d'une ville grâce au numérique. Peut-être avec vous, Luc Bello, vous connaissez bien la ville d'Angers. Quel type de nouveaux services ont été développés pour les usagers? Je crois qu'il y a la carte à tout, c'est ça, notamment? Peut-être un mot général d'abord sur le concept de Smart City. Je suis convaincu que Smart City, c'est un nom générique qui aujourd'hui est facile pour évoquer la manière dont on veut concevoir notre monde urbain demain. Mais c'est certainement plutôt de Smart Cities qu'il faut pouvoir parler, parce que quand on est sur ces enjeux, on est d'abord sur un enjeu à taille humaine, et ça veut dire qu'on tient compte des réalités évidemment économiques, des réalités géographiques de chacune des communes, mais c'est aussi des réalités sociologiques. Et c'est d'abord là qu'est l'objectif, c'est plutôt à finalité humaine. Moi, j'aime bien parler des Smart Cities, parce que je crois qu'on n'aura jamais un modèle, une réalité, quelque chose qui pourrait être applicable, réplicable sur chacune des communes. Alors d'une manière très concrète, vous évoquiez la carte à tout, on est dans ce dispositif d'une réponse de besoin. Et pas uniquement répondre à la demande, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais la réalité des besoins des usagers de la ville. Cette carte à tout, elle est extrêmement simple, c'est une carte sans contact comme vous en connaissez pour presque tout maintenant aujourd'hui, rentrer dans les bâtiments ou voyager. Elle a les avantages et les inconvénients de ce type de support. Demain, on peut penser que ce sera dans une montre, que ce sera dans vos vêtements ou dans la branche de vos lunettes. Peu importe l'objet que vous choisirez pour le porter, mais vous aurez cette solution qui sera une solution générale. La carte à tout, en deux mots, a été surtout pensée pour être une carte de service, qui soit à la fois quelque chose d'utile et de pratique, mais qui permette surtout pour les usagers d'être sur une solution de réponse qui soit non discriminante. Comme dans la plupart des villes, Angers avait des cartes de tarification sociale, et il fallait présenter une carte qui s'appelait la carte partenaire. Et partie d'une bonne intention, d'une bonne volonté de pouvoir aider ceux qui avaient le moins de revenus, on avait réussi à faire une carte qui était plutôt une carte du pauvre dans la ville, et quand deux enfants allaient à la piscine, eh bien, celui qui avait le moins de revenus sortait sa carte, qui lui permettait de payer bien moins cher, mais qui, en tout cas, qui l'identifiait, qui était assez discriminante. L'enjeu d'un support numérique et de la donnée qu'il y a derrière, c'est qu'on identifie chacun, et que chacun a ensuite une tarification qui est totalement adaptée. Aujourd'hui, Angers est une ville de 150 000 habitants, on a 100 000 cartes qui sont aujourd'hui déployées. C'est évidemment une carte de transport très classique qui vous permet soit de stocker votre abonnement, soit les tickets de bus ou de tramway que vous avez achetés. Mais c'est aussi la carte qui vous permet d'accéder aux bibliothèques, aux piscines, aux patinoires, à l'ensemble des services qui, dans la ville, aujourd'hui, sont des services payants, qui justifiaient de pouvoir avoir un traitement de l'information, qui permettent à chacun d'avoir un usage différent. Donc la ville intelligente, c'est aussi tenir compte des réalités de la population, c'est aussi tenir compte de cette capacité et des réalités sociales et des capacités financières des uns et des autres, et de pouvoir leur apporter des réponses. On n'en est qu'au début. Aujourd'hui, le développement du service va permettre d'accélérer autour des questions certainement de stationnement et d'élargir les pistes de réflexion. Derrière, on va aussi avoir de l'usage des données. La data sera essentielle. Les retours, les pratiques, les utilisations anonymisées, mais qui permettront demain d'optimiser les services. Voilà. D'accord, très bien. Bon exemple de nouveaux services
Alors dans les transports aussi, c'est un secteur qui est tout particulièrement impacté par cette révolution numérique. Christine Tissot, vous pouvez peut-être nous dire un mot sur les projets de Renault en matière de véhicules connectés? Allô? Oui, en fait, je suis bien d'accord avec vous. Donc, quand on parle justement de Smart City, il n'y a pas une seule réalité. Et le sujet aujourd'hui était aussi l'Internet des objets. Donc, en tant que constructeur, nous sommes parfaitement conscients qu'à terme, le véhicule va être un objet parmi d'autres. Donc, notre rôle est de faire en sorte à ce que cet objet reste un objet utile, un objet sécuritaire, un objet de confort et un objet d'émotion. Et donc, notre travail consiste à s'intégrer donc dans les différents axes de ce qui serait nécessaire à développer dans les villes. Ça peut être sur le plan de la logistique urbaine, ça peut être sur le plan de la gestion optimale de l'énergie dans une ville, donc en proposant aussi des schémas de charge adaptables en fonction des besoins d'une ville, en utilisant les véhicules électriques au moment où ils sont donc stationnés. Mais ça peut être aussi donc, dans le domaine des services multimodaux. Pour cela, donc, il faut que les véhicules soient de plus en plus connectés et les différents axes de connectivité peuvent être réalisés donc, dans globalement 4 domaines majeurs. Pour aujourd'hui, donc, on a travaillé surtout sur l'aspect de navigation. C'est toujours un sujet qui est perfectible, qui peut être optimisé. On a travaillé sur tout ce qui est donc lié aux données du véhicule même, du profil de roulage, des informations qu'on peut gérer, qu'on peut partager donc avec des partenaires, que ce soit donc en B2B ou en B2C. Là, je rejoins parfaitement l'avis du directeur de l'ETSI de ce matin. Donc, c'est typiquement donc, le clé du sujet. Donc, c'est le constructeur en fait qui reste maître de l'information et qui gère cette information vis-à-vis donc d'univers donc de commercialisation de cette information, et un troisième volet qui porte plus sur l'univers en fait de ce qui est le réseau social de l'utilisateur de véhicule. Donc tout ce qu'il est habitué à avoir sur son smartphone, qu'il aimerait récupérer donc aussi dans le véhicule et qui peut être à la fois embarqué ou en application miroir dans le véhicule. Donc un certain nombre d'applications existantes sur ce smartphone peuvent être utilisées dans le cadre des services proposés par des villes. Ça peut être donc en lien avec les informations que gère le véhicule en soi, mais ça peut être aussi complètement débarqué et juste intégré dans le véhicule au moment où l'utilisateur se trouve dans le véhicule. Mais il y a surtout un quatrième axe qui aujourd'hui est moins fréquemment donc abordé quand on parle de la connectivité, c'est l'axe de la communication entre véhicule et véhicule et infrastructure. Et c'est exactement sur cet item qu'on a commencé à travailler dans le cadre du projet Scoop, qui est un grand projet européen, mais dans un premier temps donc un projet parmi les partenaires français, qui consiste à mettre en œuvre des systèmes de transport intelligents et coopératifs dans 5 régions en France. Donc, c'est la région d'Isère, une expérimentation à Bordeaux, en Bretagne, en Île-de-France et en relation entre Paris et Strasbourg sur l'autoroute. Ce qu'on va tester, c'est justement donc, en quelle mesure on peut communiquer entre les véhicules, on peut déployer un certain nombre de services, je dirais, sécuritaires pour alerter donc, en cas d'un freinage d'urgence ou en cas d'un événement inopiné. Donc, quand il y a un animal sur l'autoroute ou des personnes sur l'autoroute ou un véhicule donc, en arrêt, ces informations seront partagées donc, à la fois entre des véhicules de constructeurs différents, mais aussi entre les véhicules et l'infrastructure, et on peut récupérer les informations qui sont émises par les gestionnaires d'infrastructures. Certes, dans un premier temps, on va être donc encore un peu en dehors des villes, mais l'objectif est bien sûr d'entrer dans les villes et de faire justement en sorte à ce que l'organisation du trafic dans la ville soit la plus optimale grâce à ce genre d'information qui sera gérée.
Donc des informations que le véhicule est en train d'émettre systématiquement, tout le temps, sur son positionnement, sur sa vitesse, sur le trajet qu'il va prendre, et des informations qui sont plus événementielles quand il y a justement donc, un cas de figure de danger, ou à terme des informations de service. Donc on peut passer donc, d'une infrastructure, qui peut être aussi un parking ou autre chose, une information dans le véhicule sur la disponibilité des parkings. En statique, en dynamique, on peut intégrer dans le véhicule des informations sur les horaires des trains, des trams, des bus, justement pour gérer le switch entre le transport individuel vers le transport en commun. Ok. Et est-ce que ça demande des infrastructures, des dispositions particulières sur les infrastructures pour que tous ces objets Tout à fait. Donc, bien sûr, ça nécessite un investissement qu'on aimerait justement tester à travers de cette expérimentation-là. Ça nécessite un déploiement de ce qu'on appelle des unités de bord de route, qui sont des capteurs qui reçoivent l'information émise par les véhicules ou qui émettent donc les informations que les véhicules devraient recevoir. Au total, chez Renault, c'est un budget important, ces développements. Là, dans le cadre de cette expérimentation-là, qui s'appelle donc SCOOP, un système coopératif de transport, on a donc un budget global de 13 millions d'euros, dont 50% sont subventionnés par la DG Move, donc par la Commission européenne, dans le cadre de la TNT. Alors, chez Cisco, Frédéric Géraud de l'Escaz, vous qui êtes un fabricant de matériel informatique, vous avez mené des expérimentations sur les smart cities à Barcelone, à Nice ou encore à Copenhague. Est-ce qu'on peut avoir un retour sur un retour d'expérience à partager avec vous? Oui, bien sûr. Cisco est un équipementier télécom et Internet, et on se rappelle qu'Internet, ce n'est jamais que la contraction d'Interconnection of Network. Cisco a fait 3 grandes expérimentations dans les dernières années en Europe de l'Ouest. Une à Copenhague, une à Barcelone et, cocorico, une à Nice, qui s'appelle le boulevard connecté, où sur plus de 200 mètres, dans le boulevard Victor Hugo, pour ceux qui connaissent, ont été installés un peu plus de 200 capteurs autour de 4 usages. Le premier, qui est assez connu, est celui de la gestion des parkings, des places de parking, c'est-à-dire des capteurs dans la chaussée, avec des applicatifs ensuite pour trouver plus facilement une place, puisque vous le savez, cette donnée a déjà été beaucoup dite, mais un Parisien passe à peu près 2 ans de sa vie à chercher une place. Ensuite, nous sommes intéressés à la gestion des déchets avec des capteurs dans les containers pour tout simplement dire « je suis plein, venez me chercher ». Nous avons fait une 3e expérimentation sur la partie éclairage public pour pouvoir soit éclairer la chaussée piétonne, soit la chaussée routière en fonction du passage. Et enfin, une expérimentation autour de tout ce qui est allergie et pollution pour pouvoir remonter des données en open data sur une plateforme qui appartient à la ville. Alors, les enseignements, que ce soit à Copenhague, Barcelone ou Nice. Le premier, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir monsieur le député avec nous ce matin, c'est qu'il faut un très fort engagement au niveau politique dans la ville. Autrement, il ne se passera quasiment rien. Le deuxième, il faut que cet engagement soit suffisamment puissant pour casser les silos au sein de ces institutions, puisqu'on ne peut plus réfléchir en termes de gestion des déchets uniquement, en termes d'éclairage public. Il faut en fait arriver à construire une plateforme multiservice sur laquelle vont venir s'agréger un certain nombre de services. Il est très difficile de trouver un modèle économique si on ne mutualise pas au niveau d'une plateforme de services l'ensemble des services de la ville. Et c'est donc cette première bataille qui est de casser des silos, mais qui est la même côté entreprise, dans le secteur privé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le numérique qui percole et qui arrive dans l'ensemble des secteurs industriels et de services au niveau mondial. Il faut réfléchir non plus par usage, mais globalement au niveau de l'entreprise et de son système d'information. Ensuite de ça, ça pose la question de la sécurité et du management de cette sécurité. Puisque pour que le citoyen ait confiance, eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre de prérequis. Et c'est là aussi qu'il doit y avoir une très forte collaboration entre les fournisseurs de services et la ville, puisque le seul interlocuteur qui, aux yeux du citoyen, et c'est bien normal, représente cette légitimité et cette expertise en termes de sécurité, c'est l'édile.
Donc je conclurai en disant sécurité et casser les silos sont pour moi les deux principaux points à retenir. D'accord, sur casser les silos, peut-être, Luc de Bello, vous avez un mot à dire? Oui, l'expression est soft, parce que je pense que ça va bien au-delà. Aujourd'hui, on a sur la data, sur l'open data, d'énormes difficultés. C'est un discours qui est tenu par tout le monde dit que c'est bien, qu'il faut y aller, mais tout le monde a plutôt envie d'avoir les données des autres que de transmettre les siennes. C'est vrai dans le secteur privé, vous l'avez évoqué, mais c'est aussi vrai dans le secteur public, où d'un service à un autre, on n'a pas forcément envie que les uns et les autres connaissent les résultats, les fonctionnements d'une collectivité à une autre. Et je peux vous dire que même quand les discours sont particulièrement forts dans les collectivités, bien souvent il y a des freins. C'est plus que des silos, c'est parfois de vraies forteresses, avec certainement une période d'appropriation de la manière dont les données sont traitées. Je pense qu'on aura quelques années où il sera dit tout et n'importe quoi sur les données. D'abord parce qu'on n'en aura pas assez. Ensuite, parce qu'on n'aura pas l'habitude de les traiter et de les analyser correctement. Aujourd'hui, quand vous voyez les classements, l'Express, l'Obs, Le Point, sur la ville, la fiscalité, où il fait le mieux vivre, où c'est mieux pour les étudiants, etc., quand vous regardez les indicateurs qu'ils utilisent, les données, la date des données, bien souvent, il y a de quoi s'interroger. Donc le data, c'est essentiel. La ville intelligente de demain, elle s'appuiera sur les datas, pas seulement les datas techniques des services quand il s'agit d'avoir des places libres ou les datas du conteneur qui est plein ou des véhicules, mais aussi les datas des personnes, des usages, des habitudes des uns et des autres. Et ces données, il faut vraiment pousser très fortement. Alors, puisque vous faisiez un appel aux législateurs, ce sera l'objet de la loi sur le numérique en 2015, de pouvoir traiter de ces questions et donner l'élan. L'open data est une question aujourd'hui qui est essentielle pour les collectivités, le traitement intelligent de la data, et acceptons que pendant quelques années, ce soit peut-être fait pas de manière toujours excellente et peut-être parfois à des fins un petit peu juste pour médire des uns et des autres, mais c'est, je pense, un passage obligé pour demain avoir un traitement intelligent de ces données. Mais il y a un vrai travail à faire parce que c'est une petite révolution culturelle. Il faut sortir des discours que je peux vous garantir qu'y compris quand vous voulez imposer dans un appel d'offres de transport en commun, on a quelques délégataires en France de transport en commun, quand vous voulez imposer l'open data temps réel pour tous les bus et tous les tramways d'une collectivité, mais vous pleurez, parce que personne ne veut vous le faire. Le SAE, le système d'aide à l'exploitation du délégataire, fait ça parfaitement bien. Dans ma ville, c'est toutes les 6 secondes que sont identifiés tous les tramways et tous les bus. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ou on ne veut pas transférer ces données temps réel. Et pourtant, ce n'est pas à nous de définir ce que les uns et les autres en feront. Ce n'est pas au pouvoir public, quel qu'il soit, l'État ou les collectivités, de dire ben non, ça ne servira à rien, ou nous, on donne déjà l'information temps réel, ce qui n'est en général pas le cas de toute façon. Mais c'est plutôt de dire on les rend publics. Ce n'est pas à nous de définir les usages, c'est à nous de définir les moyens de les rendre accessibles. Christine Tissot, peut-être sur les transports. Chez Renault, les données, on peut les ouvrir jusqu'à quel point on peut les partager avec des municipalités ou pratiquer l'anonymisation des données? Le sujet d'open plateforme, ça peut concerner une certaine partie des services, certes, mais à partir du moment où ça touche au contrôle moteur, ça reste forcément donc sous la propriété du constructeur. Donc, je ne pense pas que ça ne se fasse pas partager. En revanche, donc, le marché de la réparation est libéralisé depuis longtemps. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà partagés depuis des années. Donc, on n'a pas attendu à ce que ça soit un phénomène récent. Donc, ce genre d'informations sont partagées et d'ailleurs aussi dans le cadre donc, de la connectivité discutée donc, pour les types de services du type remote service. Donc, redémarrage du véhicule, donc qui pourrait intervenir là-dessus? Est-ce que c'est le réseau Renault? Est-ce que ça peut être un autre opérateur, etc. Donc ce genre de discussion, bien sûr, on les mène au niveau approprié, mais quand on parle de service vis-à-vis d'une ville, oui, donc il ne s'agit pas d'insister en fait sur une mise à disposition des données dynamiques si la ville ne voudrait pas le faire.
D'ailleurs, nous, on est aussi absolument partant sur le principe d'open data, donc avec des standards non propriétaires. Et si on voudrait, nous, en tant que constructeurs, directement ou par le biais d'un partenaire qui génère le service, y accéder, on pourra le faire. Donc, on avait parlé tout à l'heure de la menace de Google. Je la vois parfaitement dans ce domaine-là, puisque nous observons quand même donc, une certaine forme d'harcèlement de Google auprès des villes aussi pour insister sur une transmission des données sous un certain format. Et c'est là où il faut faire attention à ce que ça ne soit pas justement donc, absorbé par un seul acteur du marché et que tous les autres ne puissent plus y accéder. D'accord, alors on va passer à Actility, Olivier Hersant. Vous qui mettez en œuvre des applications qui visent notamment à optimiser la gestion de la demande d'énergie électrique, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales applications ville intelligente que vous voyez émerger aujourd'hui? Et peut-être réexpliquer un petit peu le métier d'Actility. Oui. Alors, sur le sujet de ce matin, on parle beaucoup d'objets connectés. Je pense que dorénavant, il va falloir parler un peu plus précisément en termes de silos. Et notamment, on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau segment dans les objets connectés. En anglais, c'est les Managed Connected Objects, donc les objets connectés gérés, qui n'existent pas jusqu'à présent. Quand on parle d'objets connectés aujourd'hui, vous parlez des thermostats Netatmo, vous parlez des balance withings, vous parlez de tous les objets qui gravitent autour de votre smartphone, vous parlez de vos objets. Vous parlez d'objets qui améliorent votre confort personnel, votre style de vie, etc. Je pense qu'on est en train d'entamer une migration qui va plus améliorer la vie de la collectivité. Un petit peu comme Internet. Internet, ça fait communiquer des gens entre eux, ça améliore cette communication et ça améliore la vie de l'ensemble d'une collectivité, ce que les Japonais appellent les communities, de manière générale, les groupes d'hommes. Pour faire la même chose dans les objets connectés, ce ne sont plus vos objets connectés. Ce sont des objets connectés qui sont chez vous, mais qui servent à un usage d'une collectivité, donc qui sont gérés par une collectivité. Alors soyons concrets, si on parle des détecteurs d'incendie ou des thermostats intelligents de demain, c'est d'ailleurs en France, je vais me focaliser un peu sur les thermostats intelligents. Si dans 5 ans, les 8 millions de foyers français qui ont le chauffage électrique ne sont pas connectés à un thermostat qui se pilote en temps réel, on aura raté une transition industrielle absolument majeure que seule la France dans le monde entier peut faire aujourd'hui. Ce fameux thermostat connecté, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez qu'on introduit de plus en plus de renouvelables dans le monde. Alors il y a beaucoup qui en parlent, mais en l'occurrence l'Europe, on le fait avec la Chine. On est les deux zones qui faisons vraiment une vraie introduction du renouvelable. Et vous entendez souvent qu'on ne peut pas mettre plus de 20% de renouvelables dans un réseau. Ben, c'est faux, parce que vous avez un espèce d'assumption avant ça qui est l'électricité ne se stocke pas. Et ça, c'est faux. L'électricité se stocke très bien chez vous, et notamment en France, où on a beaucoup le chauffage électrique, mais bien d'autres choses, j'en parlerai après. Quand vous chauffez chez vous dans un bâtiment bien isolé, qu'est-ce que vous faites? Vous transformez de l'énergie électrique en énergie thermique. Et puis si vous chauffez moins, vous retransformez un potentiel d'énergie thermique en électricité. Et donc vous avez en fait une batterie. Chacun de vos bâtiments sont une batterie. Chacune de vos véhicules électriques sont également des choses qui peuvent stabiliser le réseau. Les réseaux de pompage d'eau dans les villes sont également des batteries. Aujourd'hui, sur des réseaux Veolia, on contrôle des réseaux de plusieurs centaines de milliers de personnes qui, sans changer le fait que quand vous prenez votre douche, vous tournez le robinet et l'eau s'écoule, stockent l'énergie en pompant de l'eau dans les châteaux d'eau quand cette énergie est très abondante, donc vous avez un afflux d'énergie renouvelable, et à l'inverse, déstockent, donc font baisser le stock d'eau dans les châteaux d'eau lorsque, au contraire, vous avez une tension sur le réseau électrique. Donc ces choses-là aujourd'hui sont réelles dans le monde B2B. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec Veolia, c'est des interfaces informatiques entre deux acteurs industriels. Et c'est pas très connu, mais ça existe et ça monte largement en puissance. Demain en France, on devrait avoir 8 millions de thermostats connectés. À votre avis, avec quoi vont se connecter ces thermostats? Déjà, ils doivent être à pile. En France, contrairement aux États-Unis, vous n'avez pas de prise 24 volts dans les murs. Donc cet objet, il doit être autonome. Est-ce qu'il peut marcher sur votre réseau Wi-Fi? À votre avis, est-ce qu'un EDF ou un EDF peut se permettre de gérer le réseau Wi-Fi de 8 millions de personnes avec tous les déménagements par an? Bien évidemment, non. Et donc, ces objets doivent se connecter sur un réseau opéré.
Et ces réseaux opérés, donc pour tous ces objets de demain, c'est Managed Connected Objects. Jusqu'à récemment, ils n'existaient pas. Et c'est assez amusant parce qu'en France, vous avez deux sociétés, et c'est unique dans le monde, qui ont créé un nouveau segment de marché. Encore une fois, excusez-moi pour l'anglais, ça s'appelle les LPWA, les Low Power Wide Area Networks. C'est un acronyme tout nouveau, qui a à peine 6 mois, mais qui se répand comme une traînée de poudre, avec 2 acteurs principaux, un qui était là ce matin, qui s'appelle Sigfox, et puis un autre qui est moins connu, qui s'appelle Cycleo. C'est une start-up qui a été immédiatement rachetée par un très gros acteur américain, qui a mis au point une technologie qui s'appelle LoRa, et qu'en l'occurrence, pour notre part, on développe. Mais ces 2 technologies de réseau, qui sont à l'extrême opposé en physique et qui résolvent le même problème, vous permettent de déployer des réseaux publics qui consomment très peu d'énergie, et donc qui sont compatibles avec des thermostats pour faire des réseaux d'objets opérés. Et donc, alors, très rapidement sur les usages, pour en mentionner quelques-uns. Donc demain en France, si on pilote 8 millions de foyers avec des thermostats, on n'a plus aucun problème d'introduction de renouvelables, et on a une valeur énorme de stabilisation du réseau électrique du reste de l'Europe. On peut stabiliser l'Allemagne, on peut stabiliser l'Espagne, parce qu'on a chez nous en France une batterie énorme qui ne demande qu'à être exploitée. Alors évidemment en France, c'est pile le moment où on vote des lois contre le chauffage électrique, parce que le chauffage électrique, ça a été pas très bon, mais au moment où votre habitat est parfaitement isolé, il n'y a juste pas mieux que le chauffage électrique. Ni aujourd'hui, ni demain, puisque la pompe à chaleur, c'est de très loin le moyen le plus économique et écologique de se chauffer. Donc bon, il faut changer quelques petites lois là-dessus. On a aussi voté une loi extrêmement mauvaise, la loi Brottes, sur l'ajustement, qui interdit de stocker l'énergie. Donc là aussi, il va falloir revenir dessus. Mais bon, mis à part ces petits aléas, on va dire, de nature politique, on a un potentiel absolument fantastique en France sur le sujet du stockage de l'énergie. Et puis au-delà, on a parlé de la circulation. On est tous à Paris. Le système Bolloré à Paris, c'est fantastique. On voit à Paris la ville de demain. Évidemment, aujourd'hui, c'est quelques stations, mais je pense que la ville de demain, c'est les rues entières qui vont être comme ça, avec des petits poteaux. Vous vous garez, vous réservez votre place, vous allez vous garer, donc vous économisez 2 ans de votre vie. Donc la France est extrêmement en avance. On travaille énormément avec la Chine, Taïwan à l'heure actuelle sur ces sujets-là. La ville de Pékin, actuellement, a les yeux rivés sur Paris. Et on a un potentiel de dissémination de ces choses-là qui est exceptionnel. Voilà, je pourrais parler des détecteurs d'incendie connectés qui, évidemment, vont bien améliorer votre sécurité. Enfin, état d'usage, on est vraiment à la veille d'une révolution. Le message clé que je voulais passer, c'est que c'est un nouveau segment dont on ne parle pas beaucoup, c'est les objets connectés managés. Donc ceux qui servent le besoin d'une communauté, et ceux-là vont s'appuyer sur de nouveaux réseaux. Il y a 2 technologies dans le monde, elles sont toutes les 2 françaises. Donc on a vraiment une opportunité fantastique à ce niveau-là. Alors justement, vous qui êtes opérateur de ces nouveaux réseaux, vous dites qu'il y a un gros potentiel, mais comment vous voyez un peu l'évolution de ce marché en France et dans d'autres pays? Il y a des études américaines qui parlent d'un marché de 20 à 40 millions de dollars en 2020. Est-ce que vous avez des projections? Donc voilà, on est une petite société, donc savoir s'il y a 20 ou 50 milliards d'objets, j'aurais du mal à trancher. Je pense qu'il y a deux aspects importants. Le premier, j'ai souligné, donc c'est ces objets-là, en dehors d'être des objets, ça va être pour la plus grande quantité d'objets, d'entre eux, des objets gérés, donc des objets qui font partie d'un système. Qui va déployer ces réseaux-là? Effectivement, les réseaux, les opérateurs télécoms. Tous les opérateurs européens regardent actuellement le déploiement de ces réseaux-là. Mais d'autres acteurs. Je crois que M. Lemoine ce matin l'a souligné. Le déploiement d'un réseau LPWA, ça coûte très peu. Et donc vous avez en fait le principal coût, c'est l'accès au toit. Et donc tous les acteurs européens qui ont accès à des toits, notamment les collectivités publiques, mais aussi des chaînes hôtelières, beaucoup d'acteurs qui ont accès au toit peuvent déployer ces réseaux et vont le faire. Donc on va assister à une dissémination de ces réseaux auprès d'autres acteurs. Et puis le dernier virage que je voudrais souligner, c'est que la valeur ne sera pas en fait principalement dans les réseaux. La valeur sur ces nouveaux réseaux-là va venir de celui qui saura catalyser l'écosystème. C'est le domaine du machine-to-machine, ce dont on parle. Aujourd'hui, ce domaine-là souffre principalement de la fragmentation. Et donc l'acteur qui saura catalyser autour de lui les vendeurs de capteurs, les vendeurs d'applications, savoir les combiner dans des offres, savoir présenter ces offres dans le grand public, savoir faire un petit peu, si vous voulez, le l'Android de l'objet connecté à l'échelle du globe, cet acteur-là captera la quasi-totalité de la valeur. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est bien évidemment dans le fait de déployer les réseaux très rapidement, mais pourquoi déployer ces réseaux? Les acteurs qui déploient ces réseaux aujourd'hui le font pour derrière faire tout le système d'information, les App Store, tous les écosystèmes de vendeurs et d'applications dans le but de devenir les catalyseurs de cet écosystème, et la valeur elle est là. Et aujourd'hui, quand vous avez un téléphone Android,
La valeur pour Google, elle est bien évidemment pas dans le fait de vous vendre Android. D'ailleurs, ils le donnent. La valeur, c'est l'App Store qui est dessus. Donc aujourd'hui, la messe est dite, hein, et l'Europe a largement raté son tour au niveau des App Store, aussi bien sur le téléphone mobile. Mais tout n'est pas perdu, puisque demain, le téléphone mobile et l'enjeu, il se transforme à l'échelle du pays, de la plaque européenne et même du monde, puisque ce qui est actuellement en train de se construire dans les réseaux connectés, c'est l'App Store des objets qui sont autour de vous. Donc c'est quand même un très très gros téléphone. Et là, non seulement la messe n'est pas dite, mais les acteurs les plus en avance sont en l'occurrence françaises, qui n'y arrivent pas si souvent que ça. Frédéric Géraud, vous partagez ce point de vue. Peut-être un mot sur le retour sur investissement de tous ces projets. Est-ce qu'il y a un business model de la Smart City? Alors, complètement d'accord avec ce qu'Actility vient de dire. Ce qu'on observe de manière extrêmement pragmatique, c'est qu'il faut une combinaison de plusieurs usages, services, pour arriver à trouver un modèle économique. Donc là, on revient à la question des silos que j'ai exprimé il y a quelques minutes. Après, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y aura, puisque aussi l'intitulé de cette table ronde était autour du développement durable, on parlait à l'instant de capteurs d'incendie pour les maisons, mais Actility pourrait tout aussi bien mettre des capteurs dans les forêts. On pourrait ainsi avoir une gestion plus fine des alertes incendies, de ce genre de choses. On pourrait également imaginer, c'est ce qui commence à poindre dans certains États américains où la voiture électrique est déjà pas mal utilisée. Ils ont déjà observé que lorsqu'il y a des grandes manifestations sportives type Super Bowl et que c'est la coupure publicitaire, tout le monde va dans son frigo, ouvre la porte au même moment, et donc à ce moment-là, il y a une dépense énergétique au niveau national qui est assez gigantesque. On commence à penser qu'avec des réseaux intelligents, on pourrait très simplement aller utiliser la batterie de la voiture électrique qui est dans le parking ou une autre sorte de batterie si elle est à la maison. Après ça, il faut voir le modèle urbain qu'il y a aux États-Unis pour éviter les pics de consommation et donc, in fine, avoir besoin de moins de centrales, moins de dépenses d'énergie, moins d'investissement. Donc ça, c'est quelques exemples qui pourraient advenir. Si on prend le cas de la ville de Nice, sur les 4 usages, on a vu sur la partie électricité à peu près une baisse en termes de coût de moins 30%. Mais il faut rester pragmatique. On sait aussi que si on change tout simplement les lampes, sans mettre particulièrement de l'intelligence, mais pour prendre des lampes qui ont une durée de vie beaucoup plus longue et qui sont plus écologiques, on peut atteindre des 80 ou des 90%. Donc voilà, restons pragmatiques sur les usages. On est dans cette révolution, certains sont déjà un peu plus avancés, mais les impacts et les business models, nous les verrons poindre, on va dire, dans les 18 à 24 mois qui viennent. Et il faut aussi que ces usages, que les citoyens épousent aussi ces usages. Ça, c'est une vraie question aussi, de pouvoir évangéliser les citoyens à vivre autrement, et c'est déterminant dans la réussite de tous les projets qu'on vient de mentionner. Alors là, on peut peut-être souligner l'initiative qui a été lancée par le gouvernement précédent et qui s'appelle la French Tech, qui est cette bannière commune à tous et qui permet justement de faire savoir plus haut, plus fort, plus vite tout ce qui se fait. Et si on revient sur les grands atouts de la France, que ce soit sur le LoRa, que ce soit sur aussi la puissance de la France dans le monde spectral, et on ne peut que reféliciter Monsieur Rincy de sa réélection. Voilà, la France a une énorme carte à jouer. Peut-être un mot là-dessus, oui, Luc Bello. Oui, l'acceptabilité par nos habitants, par la population de ces évolutions, cette deuxième vague de la révolution numérique, elle se fait au travers aussi de 2 aspects. Le premier, c'est certainement autour de tout ce qui est ondes et fréquences, d'une communication qui soit performante et efficace. Et puis ensuite, sur la question des données personnelles. Juste sur la question de tout ce qui ne se voit pas, de toutes ces ondes qui inquiètent toujours, puisqu'on ne les voit pas.
les uns et les autres ont des téléphones portables, ont une box Wi-Fi chez eux, mais ils ne veulent pas qu'il y ait une antenne relais au-dessus de la crèche de leurs enfants. Alors, et on a beau leur expliquer qu'il vaut mieux que l'antenne soit juste au-dessus de la crèche, parce qu'elle émet bien moins dans son mode de fonctionnement juste en dessous que si elle était à 200 mètres, mais ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire comprendre. Ça doit s'installer dans le débat, dans la discussion. C'est pareil pour le Wi-Fi dans les écoles. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un texte qui avait été proposé pour interdire le Wi-Fi dans les écoles. Moi, j'en ai installé dans toutes les écoles de la ville d'Angers. On l'a mis sur des chariots pour qu'il soit désactivable et qu'il évite de trop inquiéter les uns et les autres. Voilà, c'était juste pour éviter que le projet bloque, comme on sait si bien le faire parfois en France, où ça met des mois et des mois ensuite à voir le jour. Il s'agissait de pouvoir accompagner un mouvement tout en évitant les inquiétudes. Un mot sur les données personnelles, parce qu'on les a évoquées longuement tout à l'heure. Il y a un concept qui, d'un point de vue philosophique, est peut-être passionnant autour de la propriété des données personnelles, mais d'un point de vue législatif, d'un point de vue légal, vous ne pouvez pas être propriétaire de vos données. Être propriétaire de vos données, de celles que vous, à un moment, mettez sur un réseau social, ou des données que les objets connectés qui vous appartiennent peuvent transmettre. Si vous en êtes propriétaire, ça sous-entend qu'on est sur une gestion patrimoniale, et donc qu'on est sur un patrimoine que vous pouvez louer, céder, et on est bien sur un enjeu qui dépasse cet enjeu de propriété. Depuis plus de 30 ans, les Allemands ont appelé ça l'autodétermination informationnelle. Ce sera certainement un des aspects forts de la loi numérique de 2015, sur cette capacité que les données ne soient pas sur une propriété spécifique de la personne, mais qu'on soit bien sur un enjeu de qui a les données, qui les communique à qui, est-ce qu'on accepte ou pas de voir communiquer des données qu'on a pu émettre ou que nos objets ont pu émettre. Voilà. Alors l'anonymisation, je crois que ça a ses limites, parce que moi, même si mes données sont anonymes, si à un moment on croise mon oreillette Bluetooth, mon Renault Espace connecté, le TomTom qui est dedans, l'adresse MAC de mes différents appareils, je pense qu'on peut très vite savoir que c'est moi, même en croisant les données, même sans savoir qu'il y avait mon nom à l'origine. Donc je crois qu'il faut plutôt accompagner le débat pour que les populations comprennent bien la réalité de ces enjeux et des gains et des services qu'on va pouvoir apporter avec. Okay. Et donc, pour que l'individu évolue dans un environnement numérique réellement durable, il faut aussi que la connectivité croissante de nos villes s'accompagne d'une maîtrise de l'exposition du public aux ondes. La ville intelligente doit normalement être respectueuse de l'environnement électromagnétique des personnes. Alors Didier Houssin, est-ce que on peut faire un point avec vous sur les risques sanitaires en matière de radiofréquence? Merci Madame. Oui, écoutez, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord les rayonnements ionisants que vous connaissez. Les rayonnements ionisants, ils ont effectivement un effet, peuvent avoir un effet négatif sur la santé. C'est pourquoi ils sont soumis à une très grande surveillance. Et d'ailleurs, ils ont aussi un effet positif dans la mesure où ils permettent de traiter un certain nombre de maladies, notamment des cancers, beaucoup. En ce qui concerne les ondes radioélectriques, aujourd'hui, il faut reconnaître que même si la recherche se penche sur ce sujet, les effets des ondes radioélectriques sur la santé sont quand même de l'ordre du négligeable, aux doses qui sont utilisées dans la vie quotidienne, aux expositions qui correspondent à la vie quotidienne. Alors, il y a des incertitudes, évidemment, sur les effets à très long terme, parce qu'on manque un petit peu de recul, que les études sont compliquées, mais en gros, aujourd'hui, dans la situation actuelle, on peut dire que les effets négatifs des ondes radioélectriques sur la santé sont, en tout cas, pas facilement décelables. Alors, le problème, c'est que la situation va évoluer, puisqu'effectivement, avec tout ce qui est indiqué, tout ce qui est annoncé, le niveau d'exposition pourrait augmenter. Encore que, dès lors qu'il s'agit d'objets connectés de proximité, les doses qui s'annoncent sont des doses d'exposition relativement faibles. Moi, ce qu'il me semble, c'est que, d'abord, en ce qui concerne l'effet sur la santé, sous-entendu un éventuel effet négatif, il va être très important si on ne veut pas tomber dans le piège du nucléaire, des OGM et des nanotechnologies. Il est très important que les porteurs de toutes ces initiatives soient très attentifs à la question du débat public sur ces questions, de l'anticipation, parce que finalement, je pense que l'antenne mobile, elle est insupportable lorsqu'elle arrive dans la nuit de façon inattendue et qu'on se réveille le matin en ouvrant sa fenêtre et qu'on voit qu'il y a une antenne mobile. Si les choses ont pu être préparées, annoncées, la réaction peut être un petit peu différente.
Donc en ce qui concerne les effets sur la santé, il me semble qu'il y aura un travail d'anticipation, notamment de calcul des expositions. C'est-à-dire que probablement une des technologies qui sera associée à tous ces progrès, ça sera quelque chose qui vous dira vous avez été exposé aujourd'hui à très peu ou à pas beaucoup, et en tout cas moins que, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Bon, ensuite, il y a un deuxième volet qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est l'intérêt de ces usages pour la santé. Et on voit très bien se dessiner des progrès formidables, finalement, hein, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un accompagnement des malades pour leur permettre de mieux gérer leur situation pathologique, de mieux être informés, de mieux se prendre en charge. Ça va être un progrès considérable. Il y a également probablement des progrès en matière de secours. Tout à l'heure, en attendant la réunion, je me disais une chose, finalement, si un jour il y avait un capteur qui vous permet de déceler un arrêt cardiaque et qui automatiquement appelle le 15 et en même temps déclenche une petite sirène qui fait que dans l'environnement, on sait qu'il faut déclencher un massage cardiaque. Enfin, on peut imaginer des solutions qui vont apporter un avantage considérable. J'ai été très intéressé par la question des objets connectés gérés parce qu'effectivement, il y a aussi toute la dimension santé publique. Parce qu'il y a les expositions à des facteurs de risque environnementaux, alimentaires, etc. Et on peut imaginer aussi que ces objets permettent également, au-delà de la dimension médicale individuelle, de mieux gérer les impacts sanitaires éventuels de facteurs environnementaux d'une autre nature. Voilà. Donc en pratique, mon impression, c'est que tout ça va être un progrès formidable, mais qu'il faut être attentif à ces questions. Il y a aussi les dimensions d'addiction, par exemple. Il faut faire attention aussi à ce qu'un usage finisse par créer une sorte d'addiction, d'isolement, et qui, au bout du compte, pourrait être néfaste, non pas tellement par la technique qui est utilisée, que par le fait que ça devient un usage qui devient, je dirais, démesuré. Oui. Et donc, il y a aussi un rôle des préventifs que peuvent jouer les objets connectés. Ah oui, tout à fait. Si vous voulez, par exemple, il y a actuellement des projets qui se dessinent où effectivement on peut, je dirais, probablement mieux s'occuper de son sommeil, par exemple, ou être plus attentif si on peut penser qu'on est exposé à des problèmes dans le domaine, disons, de la régulation métabolique, diabète, obésité, etc. Activité, je dirais, protection vis-à-vis du stress, on peut imaginer des objets qui vont, ils vont pas vous prévenir les impacts, mais ils peuvent vous aider à mieux y faire face. Il restera la question des comportements, parce que finalement, en matière de prévention, en arrivant dans le ministère, j'ai vu quand même tous ces pauvres gens qui étaient en bas en train de fumer leurs cigarettes. À mon avis, le problème, il est plutôt là. Hein. Pas seulement. Puis il y a des questions aussi extrêmes qui se posent. Je vais prendre un exemple terrible, mais par exemple, quand on sait qu'on pourra peut-être demain gérer un cœur artificiel à distance, ça aussi, ça peut poser des questions. On peut l'arrêter aussi à distance. Ça, c'est des questions extrêmes, mais c'est aussi des choses qui se posent à l'heure actuelle. Alors là, vous évoquez les questions de sécurité qui existent déjà aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de systèmes qui sont aujourd'hui pilotés quand même un peu à distance. Et c'est vrai que la question de la sécurité pourra intervenir. Mais un des aspects de développement très important, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui la télémédecine, c'est-à-dire la possibilité, à partir de ces objets connectés aussi, d'interagir avec, entre guillemets, le système de santé dans toutes ses dimensions. Et je pense qu'on peut y voir aussi un élément de progrès. Enfin, voilà, à mon avis, le verre est beaucoup plus plein que vide. Et sur la réaction des autorités françaises sur ces risques En France, vous avez l'Agence nationale de sécurité sanitaire, etc., que j'ai l'honneur de présider, a déjà produit beaucoup de choses sur la question de l'exposition aux radiofréquences. Hein. On interagit beaucoup, enfin, il y a un dialogue qui est permanent avec les associations les plus mobilisées. Au sein du conseil d'administration, on est dans une approche extrêmement interactive et de dialogue pour essayer justement de minimiser ces inconvénients qui peuvent être de voir des développements techniques, économiques, industriels, sans qu'il y ait eu parallèlement et préalablement, je dirais même, le travail d'interaction avec toutes les personnes concernées
qui ont le droit d'être informées et auxquelles, voilà, pas seulement informées, d'ailleurs qu'elles participent à la construction des décisions parce que ce sera la meilleure manière qu'elles en soient véritablement maîtres.